parler des obstacles rencontrés pour les personnes atteintes. On va parler aussi de la rencontre d'un autre partenaire, de la communication, dans le fond, de l'importance de la communication, l'importance de la communication au sein du couple avec son partenaire. On va parler aussi d'un sujet qui est assez chaud en ce moment, l'assistance sexuelle, pour ceux qui sont déjà au courant. Certains d'entre vous vont déjà être au courant d'un peu de ce qui se passe, peut-être même un peu plus que moi, donc on pourra compléter ensemble. Et aussi, on va parler du plaisir solitaire à la fin, vraiment l'importance qu'on peut y accorder et tout ça. Vraiment, je n'hésite pas pour poser des questions pendant que je parle. C'est sûr qu'il va y avoir une période de questions à la fin, mais si pendant la conférence, vous sentez besoin d'avoir des spécifications ou d'apporter un point même, c'est vraiment intéressant que tout le monde puisse participer activement aux informations qui vont être données aujourd'hui. Donc, allons-y. Donc, la sexualité, pour moi, c'est... Donc, chaque personne a sa propre définition de la sexualité et la façon dont vous percevez la sexualité en général va inévitablement teinter la vision que vous avez de votre sexualité. Donc, tout dépendant quel mot vous allez avoir en tête quand vous pensez à la sexualité, ça va vraiment teinter vos actions par la suite. Donc, pensez au mot qui décrit le mieux la sexualité. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Avez-vous quelques mots comme ça, juste pour me donner des exemples? Tendresse, oui. Affection, oui. Communion aussi. C'est tous des mots qui sont vraiment très bien. J'en ai quelques-uns. Je suis encore habile avec la... OK, en voici quelques-uns. Merveilleux, mystérieux, stressant, ça peut être stressant aussi, amusant, une découverte aussi quand on pense aux plus jeunes, les premières expériences, c'est toujours une découverte, ça peut être plaisant, épanouissant, ça peut être inquiétant aussi, pensez aussi dégoûtant, il y en a qui justement, ça peut être aussi une vision un peu plus négative, intime, donc c'est vraiment un partage aussi, etc. Donc, quelques enjeux liés à la sexuelle à l'adolescence. Donc, vraiment, à l'adolescence, c'est vraiment une période de découverte, une période aussi où son corps change, on commence à avoir découvrir des différents intérêts. Donc, quelques enjeux. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui peut m'en nommer quelques enjeux à l'adolescence? L'Internet. La découverte de l'Internet. C'est sûr que quand on a des questions, maintenant, on a Google pour répondre à toutes nos questions. Ensuite, le danger. Le danger? Comme, qu'est-ce que vous voulez dire par le danger? Le danger, le manque d'expérience, le danger inédit. Le danger lié aux infections? Ouais. OK. Ouais, il y a le danger aussi de l'innocence, qu'on pourrait dire. OK, comme d'être un peu naïf par rapport aux expériences qu'il y a. Ouais. OK. Donc, on peut percevoir ça comme du danger. Parce que dans le futur, selon l'évolution, peut sortir des conséquences. OK. OK. Donc, justement, pas être au courant des conséquences de nos actes, puis d'être un peu naïf là-dedans, c'est un monde inconnu. Ouais. Est-ce que je résume bien le pensée? Il n'y a pas de recul, des fois, pour certaines affaires. C'est sûr que quand on pense aux infections et tout ça, là, au sida, c'est sûr que quand on n'est pas renseigné, évidemment, il y a des conséquences qui sont... Oui, mais psychologiques aussi. Psychologiques, exactement. D'où l'importance d'être renseigné au niveau de la sexualité, en effet. Donc, d'autres expériences aussi, d'autres enjeux sont vraiment liés à la sexualité à l'adolescence. Quand on parle de la découverte, du questionnement au niveau de l'orientation sexuelle, c'est vraiment à cette période-là qu'on va avoir justement la découverte de nos intérêts, nos questionnements. Est-ce que j'aime les filles? Est-ce que j'aime les garçons? Est-ce que j'aime les deux? Tout ça va se passer à cette période-là. Évidemment, la puberté, transformation de son corps. Parfois, quand on est atteint, ça peut aussi jouer avec les médicaments qu'on prend. Fait que ça aussi, savoir aussi, est-ce qu'on a des médicaments qui retardent notre puberté? Ça aussi, ça va jouer sur la perception qu'on a de son propre corps, de son identité corporelle, évidemment. Donc, les premières expériences amoureuses, romantiques et sexuelles, c'est vraiment là qu'on va commencer à avoir de l'intérêt pour une autre personne, de découvrir son corps, découvrir peut-être le corps d'une autre personne à cette période-là. Découverte du plaisir sexuel, donc avec une autre personne ou avec soi-même aussi. Et c'est aussi le développement aussi d'estime de soi, l'image corporelle. Ça se passe tous à cet âge-là. Quelques enjeux liés à la sexualité à l'âge adulte. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées un peu de ce qu'on va parler à ce niveau-là?
qu'il y en a d'autres. Les découvertes, les explorations. Exactement. Donc, à l'âge adulte, évidemment, on poursuit ces découvertes-là. Parfois, ça va être avec un partenaire stable, parfois, ça va être encore avec des partenaires plus diversifiés. Les problèmes de fatigue, OK. de performance. OK, oui, c'est vrai, toute l'angoisse liée à la performance, le corps qui vieillit, évidemment. Ça aussi, c'est un autre des enjeux qui se passe à l'âge adulte. La vie de famille. La vie de famille, la vie de couple, développer justement une intimité avec son partenaire. Il y a aussi évidemment la question de la maternité, de la paternité. Est-ce que je veux avoir des enfants? Si oui, OK, avec qui? Comment je vais gérer ma vie de famille, évidemment. Ça aussi, c'est toutes des thématiques qui se passent à l'âge adulte. En avez-vous d'autres aussi? Les complications liées au handicap. De tout ce que ça a pour atteindre le bonheur. Donc, comme Martin dit à l'avant, pour ceux qui n'ont pas entendu, donc Martin disait, tout dépendant de comment on est atteint, toutes les complications, tous les obstacles qu'on va rencontrer avant d'arriver soit à un acte sexuel, une vie de couple, tout ça, donc tous les obstacles liés au handicap en fait. Donc, si on regarde un peu, donc on les a pas mal tous nommés, je pense. Donc, vraiment, tous les enjeux liés à la masculinité, féminité, parfois, quand on est justement en situation de handicap, le fait de ne pas répondre parfois aux normes de société peut avoir une influence sur comment on va percevoir notre personne comme étant masculin, comme étant féminin. La vie de couple, la paternité, maternité, comme on l'a dit, l'image corporelle, ça aussi, ça se poursuit à l'âge adulte, surtout quand on est atteint. Évidemment, on va devoir faire un travail constant pour avoir une image corporelle positive de nous-mêmes. Développement de l'intimité avec une autre personne, c'est aussi à ce moment-là qu'on va développer l'engagement. Donc, une vie de couple plus stable, dire OK, je m'engage avec toi et vraiment former quelque chose de solide. Et souvent, on espère, en fait, à cet âge-là, on va avoir l'affirmation de l'orientation sexuelle. Donc là, on en a déjà abordé quelques-uns. Monsieur tout à l'heure m'a dit, quand on rencontre peu de personnes, étant donné que la vie sociale, on est un peu coupé étant donné notre mobilité, donc vraiment les obstacles liés au handicap. Donc, il y en a plusieurs au niveau de la sexualité. Moi, j'en ai repéré quelques-uns, mais évidemment, je pense que les personnes atteintes, vous êtes les meilleures personnes pour répondre à ça. Donc, s'il y en avait qui veulent partager les difficultés qu'ils ont par rapport à la sexualité, ça serait vraiment intéressant. Oui? Pardon? C'est comment dire, ça fait partie des exigences qu'on les femmes quand tu remplis pas ça, on est de. Il n'y a pas un micro qu'on peut utiliser pour s'appeler? Il faudrait voir avec le technicien si c'est quelque chose qu'on peut faire. Ah, ben oui, tu pourrais gérer les tours de parole, par exemple. Ouais. C'est pas une question, c'était plus une observation. C'est parce que souvent, les femmes sont suivies par la virilité. Vu que, bon, je ne suis pas le seul à sur la nature. Souvent, il y a une masse musculaire moins importante. On peut aussi moins prendre le contrôle dans la relation sexuelle. En fond, c'est juste une observation. Je ne sais pas si j'ai moyen de pallier à ça. Puis si oui, j'ai plus de moyens. Moi, je veux dire, il y a plusieurs relations qui sont faites un petit peu d'avance. C'est-à-dire que je pourrais, tant qu'on n'est pas très mort, je vais avec tout. Puis, je sais pas, c'est un obstacle. En effet, c'est un obstacle, justement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans les enjeux, au niveau de la masculinité et féminité, vraiment de ne pas répondre, comme vous disiez, aux standards. On dit qu'un homme doit être fort, un homme doit prendre en charge la relation sexuelle, doit être viril, tout ça. C'est sûr que quand on a un handicap, c'est pas la même chose. Donc là, c'est sûr que c'est des enjeux. Est-ce que j'ai vraiment des solutions pour ça? Concrètement, je ne peux pas vous donner des trucs rapidement comme ça. Cependant, c'est tout un travail au niveau de justement la perception de soi, comment on peut être viril, même en ayant une masse musculaire différente. Mais ça, c'est plus un travail constant sur
notre perception, puis aussi la vision, aussi des exigences. Parce que dans les faits, quand on regarde les exigences de la société en général, rares sont ceux qui peuvent prétendre répondre à toutes les exigences d'une façon très précise. Fait que ça aussi, mais en effet, c'est un des grands obstacles qu'on peut retrouver chez les personnes en situation de handicap, tout le questionnement par rapport à... C'est une solution? La solution, c'est vraiment plus de trouver un partenaire qui va être capable de communiquer avec vous et d'avoir vraiment une vision autre de votre personne. Il va voir plus loin que votre handicap. Avant d'être justement une personne avec une maladie, vous êtes aussi un homme, vous êtes aussi une personne à part entière qui a toutes les raisons d'être aimée. Ça inclut le truc simple. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Les faits sont ce qu'ils sont. Mais je prétends pas dire que c'est facile. Tu sais, jamais je vais pouvoir dire que c'est facile de trouver justement une personne avec qui on va pouvoir développer ce genre de relation-là. Mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux. Quand on a une maladie auto-immune qui ne peut pas faire une vie stable parce qu'il y a trop de changements, des fois on dit bon, quand c'est stabilisé, on dit bon, on fait une adaptation à notre vie stable, mais là, quand ça ne stabilise pas, il y a toujours des changements qui courent, qui s'en vont tout le temps. Ça mène un obstacle aussi, ça. Et une autre affaire aussi, la psychologie d'un homme et la psychologie d'une femme n'est pas pareil. Ce point de vue, la femme, nous autres, on va regarder un aspect extérieur, tout ça. La femme regarde l'homme, pas pour l'apparence, mais pour les valeurs intérieures, tout ça. Et des fois, on a tendance à oublier de cette façon-là aussi. Et tout ça. Ça, c'est en général. En général. Mais je reviens à ça, c'est l'obstacle qui est dû au changement, tout le temps, c'est la maladie. Changement constant, adaptation constante. Donc, on ne peut pas faire aucune adaptation, donc c'est un obstacle, ça. En effet, c'est de s'adapter constamment, en fait. L'adaptation n'est jamais fixe parce que justement, il y a toujours d'autres choses qui déboulent. C'est ça. Donc, à un moment donné, il y a des changements aussi. Bon, tu peux avoir un partenaire qui devient lui, parce que, bon, et puis, à un moment donné, il y a des changements psychologiques d'acceptation. Déjà, une exploration intérieure à faire beaucoup, puis des choses à mettre au point à l'intérieur pour être déjà bien. L'acceptation va devenir plus facile envers une femme ou un partenaire. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que ça commence vraiment par soi avant d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est un bon début aussi de commencer par s'accepter sa condition soi-même avant que quelqu'un d'autre l'accepte aussi. En effet. Est-ce que vous voyez d'autres obstacles aussi? Pas dans le micro. Oui, je voudrais savoir si l'appétit sexuel, si t'as moins d'appétit sexuel, ça dépend-tu de la maladie, ça? Savoir, pour le désir sexuel, je sais pas si. Ben, d'après moi, non. Là, je pense pas que ça peut avoir d'influence la maladie sur le désir sexuel, parce qu'il faut pas oublier que l'organe sexuel principal, c'est vraiment beaucoup le cerveau. C'est vraiment le désir qui va être provoqué au niveau du cerveau. Je ne suis pas médecin, il faudrait voir justement s'il y a des prises de médicaments ou vraiment de conditions particulières qui peuvent justement inhiber le désir sexuel autant chez la femme que chez l'homme. Il faudrait vérifier, mais en soi, si justement vous ne prenez pas de médicaments, tout ça, il ne devrait pas avoir de problème. C'est ça, c'est tout le problème des médicaments qu'on prend qui ont souvent des effets sur le désir sexuel. Oui, c'est ça. Dans les faits, il y a certains médicaments qui ont comme effet secondaire, malheureusement, d'inhiber tout ce côté-là qui. Ça veut dire qu'il faut apprendre à plus de dimension psychologique comme la tendresse ou tout ça, puis on laisse tomber un peu de la performance, c'est possible au niveau de sexualité de découper performance, puis tendresse, on est-tu le plaisir de voir la personne proche de nous, c'est-tu suffisant? Bien, suffisant dans le sens que pour ce qu'on comprend de la sexualité, le fait d'être
est-ce que ça répond bien à la dimension sexualité, d'avoir le plaisir d'être avec une conjointe, tout ça, puis c'est suffisant, si on fait par amour, puis que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la performance pour pouvoir avoir ce contact-là, parce que des fois, on est subjugué par la performance extraordinaire de certains éléphants. Oui, ben, en effet, c'est sûr que dans la sexualité, on a aussi le volet de tendresse, le volet d'être avec l'autre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, la sexualité, ça ne se réduit pas à justement la pénétration, le plaisir génital. C'est vraiment tout le contact avec l'autre. Il ne faut pas oublier que c'est un partage, c'est un espace pour donner, recevoir, donc échanger, vraiment faire un moment intime avec cette personne-là. Donc même si ça ne se rend pas justement au plaisir génital, ça peut être tout à fait suffisant de juste de dire, je suis avec une personne, on passe un moment d'intimité ensemble. Si c'est pas nécessairement physique, génital, c'est pas grave, on a quand même le même résultat, on se convient au niveau émotif. Émotif, fait que c'est pour travailler sur nous autres. C'est sûr que c'est toujours un travail constant sur nous-mêmes, sur notre relation qu'on va avoir avec l'autre, mais je prétends pas non plus qu'on ne peut pas accéder au plaisir génital. C'est juste que si, admettons, vous vous sentez confortable à rester dans le plaisir de la tendresse, vraiment, pourquoi s'en empêcher? C'est pas une obligation de se rendre jusqu'au plaisir génital nécessairement. OK. Est-ce que ça répond à votre point? Oui, c'est ça. Je voulais savoir, est-ce que ça répond au plaisir sexuel, le fait d'avoir cette dimension-là, puis d'abandonner presque l'idée de la performance? Absolument. Ça répond au plaisir sexuel d'être avec une autre personne et de partager un moment. Si on est capable d'atteindre ce niveau de plaisir mental, là. En effet. Mais j'aimerais souligner. Juste un instant, Stéphanie, on Oui. a des paroles. Oui, vas-y, Jean. Vas-y. Ici, j'ai. Oui. OK, moi, ma question, c'est plus pratico-pratique. Depuis quelques mois, j'ai un cathéter. Puis, un cathéter, il faut que ce soit l'infirmière qui l'enlève du Québec. Je sais que faut que je me trouve une blonde qui est infirmière. C'est sûr que quand on a des soins comme ça qui sont assez précis, c'est sûr que c'est un peu difficile de trouver une personne qui va comprendre justement tous les soins dont vous avez besoin. Est-ce qu'il faut trouver une blonde qui va être infirmière? J'espère pas. J'espère qu'on va pouvoir trouver quelqu'un qui va être compréhensif face à votre différence, vraiment. Mais c'est sûr qu'il faut que la personne soit très consciente en rentrant en relation en couple avec vous que vous avez une situation particulière qui va nécessiter des soins. Ça pratique en général, Michel. Oui. C'est juste une minute. La performance. Est-ce que le point G existe? Là, je ne sais pas votre l'air de l'autre manière. Est-ce que je procède de cette manière-là? Donc, si le point G existe, oui. Si oui, comment? Ben, en fait, pour répondre à cette question-là, le point G, les scientifiques ne s'entendent pas tous pour dire que toutes les femmes l'ont. Certaines femmes vont l'avoir, pas toutes au même endroit, tout ça, fait que c'est vraiment c'est une exploration à faire. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, parce que les scientifiques ne sont pas tout à fait encore d'accord là-dessus, mais sans aucun doute qu'il y a un point justement dans le premier tiers intérieur du vagin, plus vers le nombril en fait, où c'est un endroit qui est un peu plus sensible. Certaines femmes vont être plus comblées par la stimulation de ce point-là, d'autres moins. Les outils physiques, les objets, est-ce qu'il y a des objets spécifiques qui sont. Si on peut aller visiter certains magasins, là. Donc, entre autres, tu les connais, Joanne? Donc, est-ce qu'on peut avoir un endroit où est-ce qu'on peut les visualiser? Qu'est-ce qui est possible pour les personnes? Justement, pas les essayer, mais au moins voir les possibilités basiques, objets et tout ça. Écoute, Chantal, c'est super que tu en parles. J'ai réservé un petit moment à la fin pour ça. Donc, on abordera ça un peu à la fin. Tu vas venir me poser des questions si tu veux, il n'y aura pas de problème. Monsieur? C'est pour ouvrir une parenthèse, parce que c'est ce que je devance qu'elle va peut-être plus loin, cette question-là. On parle d'obstacles, c'est un autre point. Quand on devient, qu'on perd notre autonomie,
Et on est obligé avoir des auxiliaires qui aident. Et puis à un moment donné, mais ça touche l'amour propre au début. Et puis là, il y a des acceptations, puis des fois, il y a des frustrations. L'acceptation, l'entretien et tout ça. Et ça, c'est une affaire qui me fatigue. Oui, de voir son corps manipulé, pas apprécié, de devoir, justement, des fois, c'est se mettre à nu, là. Des fois, justement, les gens ne sont pas très délicats avec votre corps quand ils font les soins, tout ça. Donc, ça aussi, c'est un gros obstacle. Aussi, à un moment donné, des principes. Et puis là, il y a des principes. Tu es obligé d'accepter de laisser tomber certains principes. Et ça amène un obstacle. En effet. Donc là, on va poursuivre. Je vois l'heure qui avance. On va avoir le temps de tout voir. En effet, des obstacles, comme on peut le voir, il y en a vraiment. Tout le monde a trouvé des obstacles dans leur vie affective, dans leur vie sexuelle. Donc, pour commencer, moi, j'avais donné aussi les mythes reliés à la sexualité des personnes en situation de handicap. Moi, j'ai souvent entendu « Ah ouais, ça les intéresse, la sexualité, eux autres, comment ça, puis tout ça. » Comme si vous étiez des anges, comme si vous n'aviez pas de désir, tout ça. Donc, en effet, vous avez, comme n'importe quelle autre personne, des besoins, des désirs sexuels, et il faut reconnaître ça. Les conditions physiques liées au handicap, on en a nommé quelques-unes, évidemment. Les endroits propices à l'activité, moi j'avais nommé ça un peu plus pour les adolescents, dans le sens où quand on est atteint, on est souvent accompagné constamment d'une autre personne. Donc, des moments d'intimité où on peut rencontrer une autre personne, avoir des rapprochements avec elle, sont un peu limités. Et on a nommé aussi la difficulté à rencontrer un partenaire. C'est souvent quelque chose qui est très, très, très nommé au niveau des personnes en situation de handicap. Donc, moi, j'ai nommé quelques trucs pour rencontrer une autre personne. Donc, facteurs qui contribuent au développement de l'intérêt pour une autre personne. Bon, les critères physiques, je la trouve belle, je la trouve attirante. Critères psychologiques, je me sens bien avec elle, je trouve que, justement, on s'entend bien. La proximité, souvent, ça va être, justement, on habite proche. Maintenant, avec Internet, c'est vrai qu'on peut tomber en amour avec une personne qui habite en Europe, mais habituellement, on tombe en amour avec une personne qui est dans notre entourage, qui est proche. Actuellement, on tombe en amour avec une personne qui a un âge plus ou moins près d'une autre. On a des points communs, on se complémente bien, et on a aussi une notion de partage ensemble. Donc, habituellement, ce sont les critères qui font en sorte qu'on puisse rencontrer l'autre. Rencontrer quelqu'un, mais donc justement, tout à l'heure vous me disiez, moi je sens pas beaucoup, comment je fais pour rencontrer une autre personne? Avez-vous des idées un peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour rencontrer un partenaire? Il n'y a pas de réponse à ça, en effet. Est-ce que partout, si on a de la mobilité, par exemple, on a l'habitude de rencontrer des gens dans des lieux sociaux. Là, c'est rendu plus difficile. Donc là, on va à la bibliothèque, à l'épicerie. Sur l'Internet, c'était comme un couteau à deux tranchants. Souvent, on a un profil, on n'a pas la photo. Quand les gens nous voient, ils ont un choc. C'est la même chose. Toute l'approche est complètement différente. Il faut complètement être créatif. Des fois, l'environnement, l'handicap, c'est l'environnement qui nous entoure. Donc, il y a peu de rencontres qui se font, on appelle des mix, là. Et quand on a des endroits qui sont accessibles, c'est souvent des lieux de rencontre pour des personnes qui ont des handicaps seulement. Donc, ça restreint ou rétrécit le choix qu'on peut avoir entre les opportunités. OK. Donc, ce que Martin a dit au début, on n'avait pas le micro, on n'a pas tellement entendu. Donc, il dit qu'en fait, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est un défi constant. En étant en situation de handicap, même par Internet, là, on met une photo, la personne, justement, est confrontée au fait qu'on est en situation de handicap. Aussi, quand on a des lieux de rencontre, bien, en fait, les lieux de rencontre sont limités, sont parfois juste aussi pour d'autres personnes en situation de handicap aussi. Fait que là, c'est de voir le bassin de personnes avec qui on peut avoir des rapprochements est assez restreint. En effet. D'autres idées? En fait, moi, j'avais des petites suggestions. Donc, on fait privilégier les activités où on revoit la personne à intervalles réguliers.
Dans le fond, cela permet de bâtir une relation d'amitié, de connaître la personne d'abord, et ça réduit considérablement le stress lié à un premier contact. Donc, moi, j'ai marqué aussi éviter les bars. Donc, les bars, dans les préjugés, un peu dans les stéréotypes, c'est pas mal l'endroit où on dit on va aller dans le bar, on va aller voir, on va aller cruiser, on va aller séduire une autre personne. Mais dans les faits, les bars, c'est plus ou moins un endroit où je considère que c'est de bâtir une relation vraiment intéressante avec une autre personne. Donc, quand on a des activités, par exemple, où on voit une personne à intervalles réguliers, bien, ça réduit le stress lié au premier contact, parce que là, on n'est pas dans un bar, on n'est pas dans une optique où, bon, il faut que je me rende de l'autre côté de la pièce pour aller aborder cette personne-là. On la voit, on bâtit une relation, on voit, puis la personne apprend à nous connaître aussi. Donc, c'est justement quelque chose qui peut être intéressant. Donc, parfois, pour les adolescents, ça va être un peu plus simple parce qu'on a le contexte de l'école, on a justement tout ce bassin-là qui est intéressant. Au niveau des adultes, il y a plusieurs activités sociales qui peuvent être faites. Tout dépendant du niveau de mobilité, c'est sûr qu'il y a certaines activités qui vont être plus accessibles que d'autres. Première sortie. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme première sortie? Oui? Parce que c'est pas facile de lieu. Moi, je viens ici que j'ai pas de lieu pour rencontrer une femme. C'est aussi simple que ça. Je suis blessé ici, justement pour ça. Je suis dans cette ici aussi pour ça. Y a-tu, je sais pas, moi, des centres communautaires pour handicapés? Parce que moi, je dis, ma vie sociale, après ça, c'est l'école. Puis bon, j'ai été rejeté par plein de monde pour mon handicap. C'est les centres communautaires. Mais en 30 ans, il n'y en a plus avant 55 ans. Fait que là, il faut-tu que j'arrête ma vie sociale jusqu'à 55 ans? C'est ce que je veux dire? Non, je pense pour une première rencontre, je sais ça, là, je suis en 38 ans, j'ai pas besoin. C'est le lieu. Y a-t-il des lieux qui existent? Oui ou non? Ben, si oui, lesquels? J'ai pas une liste de lieux dans ma poche où je peux vous dire où aller. Cependant, je sais qu'il y a souvent des organisations qui vont avoir des activités assez ponctuelles où c'est possible pour vous faire des rencontres. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des noms plus précis de centres de jour. Les centres de jour. Ça, c'est, dans le fond, c'est où? C'est dans les activités où est-ce qu'il y a des activités courantes, ponctuelles, de matin. C'est où ça? Des centres de jour. Partout là, dans le périphérique, dans ton environnement là, local. Les centres de jour peuvent être préférés par les centres de réadaptation, mais beaucoup par les CLSC de votre secteur. Puis c'est souvent les personnes qui ont certaines limitations qui vont, c'est toute catégorie de personnes, on s'entend, de tous les âges également, mais ça peut être des activités, des ateliers de particuliers. Mais le CLSC est une bonne référence à qui s'adresser pour savoir où sont les centres de jour. C'est très intéressant. Parfois, c'est juste de chercher justement aux bons endroits, entre autres, je sais qu'il y a des réseaux sociaux aussi, mais je sais que l'Office de la personne handicapée au Québec, il y a beaucoup de, je sais qu'à Montréal, en tout cas, il y a beaucoup d'endroits où les gens vont organiser des activités. Fait que ça, c'est plaisant aussi de pouvoir s'y rendre et rencontrer d'autres personnes. Est-ce que sur Internet, c'est possible aussi? Internet? Internet aussi. Internet. Est-ce pas Internet? C'est un jeu de mots. Puis évidemment, c'est ça, on a aussi, il y a le site Internet de Lucie Bruno. À la fin, il y a une belle section pour tous les endroits qui sont adaptés aussi. Dans le fond, c'est un espèce de programme. Par contre, c'est juste pour Montréal. C'est tous les endroits où on peut se rendre pour justement activités, dans le fond, plaisir, n'importe quoi, activité. Je pense que les centres sportifs adaptés, de plein d'endroits où il peut y avoir des ateliers, tout ça, c'est tout sur le site de Lucie Bruno aussi. Donc en fait, moi, ce que je suggérais pour une première sortie, c'est vraiment de se sentir à l'aise, donc éviter les activités qui pourraient incommoder, par exemple, aller au restaurant si on a des difficultés à manger de façon autonome, puis aussi de vous rendre aussi sur le site de Lucie Bruno pour voir les endroits qui sont accessibles. Donc, vraiment faire sa petite recherche avant d'aller inviter une autre personne pour faire une activité. Pardon? Jardin botanique, c'est un bel endroit qui est adapté. C'est ça, il y a beaucoup de... Le musée d'art contemporain de Montréal. En effet, le musée d'art. Les places en général. Oui, il y a beaucoup d'endroits. C'est ça, des fois, on pense juste à restaurant, cinéma ou justement ces choses-là, mais il y a plein d'autres activités tellement plus agréables qu'on peut faire qui sont accessibles. Donc, est-ce la bonne personne? Donc, il est aussi
aussi important de définir le bon moment pour vous pour avoir des relations sexuelles. Donc, dans l'optique où vous rencontrez quelqu'un, est-ce que pour vous, justement, c'est important d'être en amour avec cette personne-là avant d'avoir des rapports sexuels avec elle? Est-ce que le partenaire, est-ce qu'il est compréhensif par rapport à ma situation? Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que je me sens à l'aise avec cette personne-là? Est-ce que je suis prêt ou prêt à justement me mettre à nu, à partager justement avec cette personne-là tout mon physique, tout mon être psychologique? Est-ce que je suis à l'aise de faire ça? Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser à chaque fois après prendre un nouveau partenaire, de se dire, est-ce que je suis prête à faire ce partage-là? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser, en fait. Donc, pourquoi c'est agréable la sexualité? J'imagine que vous avez plein de réponses à ce niveau-là. Mais moi, je dis beaucoup que c'est un espace pour donner et pour recevoir. Donc, c'est pas juste la génitalité, c'est un espace pour donner et recevoir. Donc, pour donner, c'est être généreux de soi, s'occuper de l'autre, se préoccuper de son plaisir, être attentif aux réactions de son partenaire. Donc, tout à l'heure, justement, quand monsieur se préoccupait, est-ce que moi, je peux lui faire plaisir de cette façon-là? Ça fait partie de la section donner. Puis recevoir, c'est qu'on va être disponible à recevoir les caresses et l'attention de son partenaire, aussi psychologiquement surtout. Donc, des fois, on a souvent le cliché de la femme qui pense à ses problèmes pendant que justement elle est en train d'avoir un moment d'intimité avec son conjoint. C'est vraiment super important d'être présent physiquement, oui, mais psychologiquement auprès de son partenaire, d'être là, d'être dans le moment présent. Ça fait aussi partie du plaisir sexuel que de partager justement un moment de présence, les deux ensemble, de développer l'intimité. Donc voilà. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et oui, c'est ça, c'est sûr qu'il faut être capable de donner dans la mesure du possible, mais c'est sûr que c'est un espace pour donner aussi, dans la mesure de ce que vous pouvez donner, évidemment. Mais c'est ça, donc, c'est pas, je pense qu'il faut se détacher. Je pense que c'est important qu'il faut se détacher de notre côté physique. Dans l'abandon, comme dans la réception, il y a tout un environnement qui entoure la sexualité qui ne nécessite pas notre intervention physique. On parle de l'atmosphère, on parle de la musique, on parle de créer un environnement, un environnement là, physique aux environs. Un environnement des fois, la chimie va embarquer sur le physique. Ah, oui, ça vient, oui, effectivement, compléter la boucle. Belle intervention. Donc, aussi, moi, ce que je défends, c'est que la communication avec son partenaire, c'est vraiment ça qui va être important. Vraiment pour vous, parce que ça permet de faire beaucoup de choses, d'établir des règles, d'établir aussi les attentes. Donc, ça permet d'explorer ensemble les positions érotiques avec les exercices qui va être le plus agréable pour chacun des partenaires et qui favorisera le confort. Donc, vraiment dire, moi, je suis capable de faire ça, je suis moins confortable, ça, je vais avoir besoin de telle chose. Donc, vraiment, rendre la relation très honnête et de dire vraiment ce dont on a besoin, en fait. Aussi, au besoin, donc comme Chantal le disait, faire des recherches accessoires afin de faciliter les rapprochements, Donc, par exemple, des coussins. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un lit qui va justement pouvoir se redresser? Quels équipements j'ai besoin, si j'en ai besoin, en fait? Donc, on peut discuter de ça avec son partenaire. On peut également parler des difficultés et trouver des solutions ensemble. Donc, ça, c'est vraiment la clé de la communication avec son partenaire. Et ça permet aussi d'exprimer les besoins et attentes. Donc, moi, je m'attends à ça, je ne peux pas le faire, tout ça. Fait que c'est encore là, il y a moins de déception, il y a moins de conflits post-relation, en fait. Puis le plus important, c'est que ça permet d'instaurer le respect, l'intimité avec son partenaire. Et évidemment, côté plus pratique, ça permet de discuter des ITSS, la contraception. Est-ce que justement, je connais bien le passé sexuel de mon partenaire? Quelle protection utiliserons-nous? Donc, vraiment parler des ITSS, de la contraception en général aussi. Donc, assistance sexuelle. Donc, je sais qu'il y en a certains, dans le fond, qui sont déjà familiers avec ce sujet-là. En gros, ce sont des personnes formées pour offrir des services sexuels aux personnes handicapées. Les services peuvent être d'accompagner deux personnes en situation de handicap à avoir des rapports sexuels ou bien d'offrir des services sexuels à la personne elle-même. Les services ne sont pas toujours axés sur le plaisir génital. Ça peut être juste affectif,
psychologiques, amicaux, donc juste comme ça peut juste être de serrer la personne, de passer du temps de qualité avec elle. Évidemment, ce service n'est malheureusement pas offert au Canada. Ce service est légalisé en Allemagne, au Danemark, en Suisse et aux Pays-Bas. Et on parlait de ça dans le journal il n'y a pas tellement longtemps. Oui, ben apparemment, comme Jean vous avait dit cette semaine, il y a quelqu'un qui est passé à Denis Lévesque pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passait. Je sais qu'en ce moment, le dossier est en train d'avancer. On a une personne ressource à l'UQAM qui est en train de préparer des documents pour ça. Donc, en fait, le principe de l'assistance, c'est que les pays qui ont légalisé cette pratique-là, c'est qu'ils sont conscients qu'en fait, la sexualité fait partie intégrante en fait, de l'être humain, autant que les plaisirs de base, comme manger, être capable de se nourrir, être capable de s'occuper, de respirer exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose, on reconnaît cet aspect-là de la vie comme étant part entière de l'être humain. Le danger, c'est que pour le commun des mortels, on peut dire, le danger, c'est toujours qu'il y ait un débordement de la situation. Des fois, ils vont se dire que si on accepte ça pour l'handicap, la personne, le commun des mortels, peut faire un abus, et à un moment donné, ça peut faire un enchaînement sur. Il peut avoir peur de l'enchaînement que ça peut faire dans la suite. Évidemment. Donc, ça, c'est un des enjeux. Où est-ce qu'on met la limite? Si on accepte ça justement pour les personnes en situation de handicap, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire des demandes par la suite? Où est-ce qu'on met les barrières? Oui, en effet, c'est un des obstacles justement à ce projet-là. Un débordement. C'est ça, le débordement. Comment on gère ça, en fait? Donc, quand on parle des enjeux, c'est beaucoup politique en ce moment. Contexte politique canadien, on sait, avec les politiques conservatrices, ça va être un peu difficile de faire aller ce projet-là de l'avant. Cependant, une étude récente disait qu'au Québec, quand on avait demandé aux Québécois qu'est-ce qu'ils pensaient de l'assistance sexuelle, 75% d'entre eux disaient qu'ils étaient quand même ouverts à ça, qu'il n'y avait pas de problème lié à ça. Cependant, ça baissait à 50% quand on disait que l'État allait couvrir ces frais-là. Évidemment, c'est ça. Ça laisse une porte ouverte. Oui, il y a quand même la porte commence, je pense, un peu à s'ouvrir. Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent en ce moment pour faire en sorte que, malgré les tabous, c'est sûr que ça reste quand même tabou d'avoir des personnes formées pour ce genre de service-là. C'est sûr que ça se fait dans les autres pays, il y a des très bons reportages qui se font. Je pense même qu'aujourd'hui, il y en a un. Demain, il y en a dans reprise demain. En fait, c'est. Pardon? Je pourrais te revenir là-dessus. J'ai le courriel c'est Pascal. Pascal va le savoir aussi. C'est que c'est ça, dans le fond, il commence à parler de projets plus concrets par rapport à ça. Puis, ça va tout mélanger. Mais déjà qu'il en parle, c'est bien. Oui, c'est ça, la porte. En effet. Moi, je pense que pour répondre un peu à monsieur, c'est que ça dépend de la manière qu'on en parle. Si on dit, gars, c'est juste pour amener l'assistance sexuelle, les gens vont s'imaginer c'est un service de prostitution illégale. C'est pas ça. C'est une question de remettre, de réapprendre aux gens qui n'ont jamais eu contact affectif, de se réapproprier son corps, puis le côté affectif de la chose. Donc, c'est une thérapie sensorielle. C'est pas juste du sexe, c'est vraiment. Oui, c'est vraiment au niveau de l'intimité, au niveau de son Puis la manière qu'on amène le sujet, à ce moment-là, les autorités gouvernementales et le public en général voient ça plus d'un côté positif que de dire, gars, c'est encore comme légaliser la marijuana, tout le monde va pouvoir en fumer, puis c'est pas la même chose. C'est vraiment dans une optique de santé sexuelle. Étant donné l'état mental de l'Amérique du Nord en général sur l'approche sexuelle et du corps en général, ça va être long, c'est très délicat. Oui, en effet, c'est un sujet qui est assez délicat. C'est une recommandation raisonnable. Oui. on espère qu'un jour, moi j'espère sincèrement qu'un jour ça va être possible ici parce que moi je considère que c'est tellement vital d'avoir son corps plus, pas manipulé, vraiment apprécié, comme disait Martin, de se réapproprier son corps, puis d'avoir vraiment d'autres expériences corporelles que celle de se faire brasser. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle avancée pour nous. Donc, sociaux, ça, on l'a aussi dit, l'opinion de la population générale, il faut qu'on ait la population derrière le projet pour que ça puisse se faire.
Mais comme je disais, les Québécois ont l'air quand même assez ouverts à ce niveau-là. Donc déjà, si on pouvait, dans un premier lieu, légaliser la pratique, après ça, peut-être qu'on pourrait justement ouvrir le débat pour peut-être avoir des subventions pour ce genre de service-là aussi. Mais il y a aussi le fait justement des enjeux éthiques. Donc, comme on disait tantôt, les règles encadrant cette pratique-là, jusqu'où la personne peut aller, est-ce qu'elle pourrait se faire poursuivre pour des cas d'abus sexuels aussi. Donc, c'est encore là, c'est sûr que c'est toujours un peu touché. Qui va vouloir justement avoir ce genre d'emploi? Ça va être tabou aussi, c'est un peu. Il y a un contrôle. Oui, il faut qu'il y ait un contrôle en effet sur ça. Donc c'est encore à suivre. On espère qu'un jour ça va pouvoir se faire ici. Donc le plaisir personnel, donc ça va clore notre rencontre aujourd'hui. Ne vous moquez pas de la masturbation, c'est faire l'amour à la personne qu'on aime le plus. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je vous amène la masturbation. Ça permet d'explorer son corps, de découvrir son potentiel érotique. Pour certains, ça peut être plus difficile d'explorer son corps. Cependant, il existe des solutions. Entre autres, à Lucie Bruno, il y a des techniciens qui peuvent adapter des accessoires pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, aujourd'hui, je vous ai amené quelques Stéphanie. Puis ça peut aussi être couvert par la dystrophie. Prenez-le en compte. D'accord? Oui, mais c'est ça. Tantôt, je discutais avec l'autre sexologue qui est sexologue à Lucie Bruno. Elle me disait qu'il y avait des techniciens qui avaient arrangé ça pour que ça soit très, très, très intime, pas gênant du tout, vraiment quelque chose dans l'optique d'un plaisir sexuel, tout ça. Puis, dans le fond, j'ai amené quelques petits trucs. Moi, oui, je travaille à dystrophie, mais j'ai aussi un autre emploi. Depuis 5 ans, je suis conseillère chez la boutique Séduction. Donc, boutique Séduction m'a gentiment prêté quelques accessoires pour vous montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? C'est sûr que là, c'est très ce qu'on trouve sur le marché. Donc, c'est rien d'adapté, c'est très, très, très de base. Cependant, comme je discutais avec l'autre sexologue, c'est qu'il y a des techniciens qui peuvent être avec vous et trouver des solutions pour voir qu'est-ce qui va être le mieux pour vous. Voilà. Donc, quelques accessoires. Est-ce qu'on peut se présenter en novembre? À la boutique Séduction? À la boutique Séduction aussi, ben oui. La boutique Séduction est adaptée, donc pas de problème. C'est juste que les portes ne sont pas automatiques, mais cependant, en fauteuil roulant, c'est très, très accessible. Il n'y a pas de problème pour venir aussi. Je ne peux pas dire que ça va être moi qui va conseiller, par exemple. Moi, je ne suis pas souvent là, mais si je suis là, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, en fait, pour hommes, on a malheureusement pas beaucoup d'accessoires en partant. La section pour hommes est très petite, donc ça se tient beaucoup au niveau des masturbateurs. Donc aujourd'hui, je vous en ai amené un. On va commencer par les hommes. On regarde tout le temps pour la fin, mais aujourd'hui, gâtons-nous, allons-y avec les hommes en premier. Donc le produit que j'ai ici, c'est un produit, un masturbateur en fait. Bon, tout tombe en même temps, c'est super. Mais en fait, ça, vous allez pouvoir venir peut-être le toucher tantôt. C'est un masturbateur fait à partir de UR3. Un UR3, c'est une texture qui imite le contact de la peau. Fait que c'est quelque chose qui est très, très, très soyeux, qui est très agréable aussi à toucher. Puis ça, en fait, j'ai pris ce modèle-là parce que Dystrophie et même justement Lucie Bruno ont déjà pu attacher un genre de petit truc comme ça en dessous d'une table. Donc l'homme pouvait s'avancer avec son fauteuil, puis avoir justement une stimulation au niveau du pénis avec ça. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Donc celui-là, il ne vibre pas, mais c'est toujours une possibilité d'accrocher comme une espèce de truc vibrant après pour rendre l'accessoire vibrant. Fait que ça, c'est intéressant. Aussi. Pour femmes, j'ai ici un stimulateur de point G. Donc pour celles qui ont un point G, ça c'est vraiment chouette. Donc c'est un accessoire qui est assez facile de pouvoir manipuler. C'est très léger, très ergonomique. Donc ça se tient assez facilement aussi. Donc on va pouvoir le pénétrer, ça va aller directement sur le point G. Tous les accessoires que je vous montre aujourd'hui, c'est des accessoires de super bonne qualité qui sont dans des matériaux très, très, très sains et qui sont rechargeables aussi. Donc pour l'environnement, c'est toujours un peu plus agréable quand c'est rechargeable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. Si on n'a pas beaucoup de force, au moins c'est pas grave parce que c'est pas très lourd. Donc ça, c'est chouette. Je pourrais vous montrer la vibration tantôt si vous veut mieux voir. Puis, le dernier accessoire que je vous ai amené aujourd'hui, c'est un accessoire à distance.
Donc ça, c'était vraiment intéressant, là, même genre pour les couples aussi, c'est vraiment un petit accessoire qu'on vend beaucoup. Donc, je vous montre ça. Ça veut dire que quand la personne est au travail, l'autre peut partir. C'est pas aussi distance que ça, dans l'instant. C'est pas aussi distance que ça. Fait que, tu sais, je vais pouvoir te le montrer, Chantal. Vite, Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que moi, dans ma manette, je sens la vibration que je suis en train de te donner. OK. Fait que là, je peux, comme ça, dans le fond, là, c'est en bougeant. Là, je vais changer le mode. Là, c'est en... Ah, c'est moi qui bouge, toi, tu bouges pas. Comme ça, puis ensuite, je peux aussi le changer, je vais te mettre des vibrations différentes. Fait qu'en fait, c'est ça, fait que justement, à distance, tu sais, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant parce qu'on peut justement l'installer, le mettre en place, et puis avec la main, on peut justement faire la... Puis là, qu'est-ce qui est drôle, par exemple, c'est qu'avec cet accessoire-là, si jamais on est deux personnes dans la même salle à avoir un accessoire, moi, je suis en train de toutes les partir en même temps. Fait que ça, c'est très drôle aussi. Ça marche à la même fréquence. Si tu vois si quelqu'un sourit soudainement, Oui, tu peux te douter, oui, en effet. Fait que là, moi, je peux changer les vibrations. Techniquement, c'est censé marcher. Je pense que ça marche encore jusqu'à 25 pieds. Ah oui, 25 pieds? Supposé, ouais. Je sais que dans le fond. ça c'est quand même. Ouais. Oui. Ça vibre plus. Ça vient plus. Là, j'ai des petites pulsations. Un petit peu. Fait qu'en fait, sans ASM, j'ai aussi amené un plumeau. Ça, les plumeaux, des fois, ça peut être vraiment très agréable au niveau du toucher. Ça développe la sensibilité, l'érotisme aussi. Celui-là, il est très esthétique en plus. C'est vraiment fun. Fait que voilà, ça conclut ma présentation pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, tout ça, je n'hésite pas pour me les poser, puis pour venir observer les accessoires que j'avais avant. Merci beaucoup. Oui? Mais là, on disait que ces accessoires-là sont disponibles par le biais de DMC? Mais en fait, si on peut avoir comme, si votre ergothérapeute vous dit, ah oui, vous auriez besoin. L'appareil, le premier, le flashlight. Oui, ça pourrait être adapté. Ouais. Ouvert par la DMC? Joanne pourrait t'en dire plus, mais on a déjà fait ce genre de subvention-là. Le plumeau, là, c'est pour la pompe qui vient faire le ménage? Ça peut être ça, oui, en effet, mais ça peut être aussi pour justement développer la sensibilité. T'avais vu? Je pense qu'on est rendu trop loin devant. Ben moi, il est libre, peut-être parce qu'il en est trop loin où il y a plus de charge. La batterie est peut-être morte. Comment? Oui? J'ai fini. J'apprends. Bon, c'est terminé? Oui, mais c'est ça, mais merci